Zerbo Moussa a la parole. Zumbare se prépare. Songez à chaque fois désinfecter le micro avant de passer d'une main à une autre. C'est très important. Non, mais si à moins de savon aussi, c'est pas grave hein, pour le pays. Monsieur le Président, c'est très important pour le pays. Allez-y, député. Bien, merci bien. Madame le ministre, j'ai 5 petites questions. La première, le CORUS a été créé pour gérer les urgences sanitaires. Dans le cadre du Covid-19, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la création de plusieurs comités de gestion, y compris celui du parti au pouvoir? Auquel de ces comités le peuple doit-il se fier? Il y a une direction générale de la santé publique. N'est-elle pas capable de gérer cette crise? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, avant l'arrivée du Covid-19 au Burkina Faso, vous avez eu, lors d'une conférence de presse, à affirmer que le Burkina Faso était prêt à gérer la pandémie du Covid-19. Ce dispositif s'est effondré dès l'apparition de la pandémie comme un château de cartes. Quels étaient les mécanismes que vous avez mis en place pour que notre pays ne se retrouve pas dans cette situation? Troisième préoccupation, les agents de santé, à travers leurs syndicats, ont longtemps demandé l'amélioration de leurs conditions de travail, y compris les équipements des centres de santé. Maintenant que la pandémie du Covid-19 vient de leur donner raison, quelle est votre stratégie préconisée pour éviter de telles situations à l'avenir? Question 4. Pourquoi dans notre pays, il n'est pas fait de dépistage systématique de ceux ayant été en contact avec des malades ou présentant des signes même bénins, si nous savons qu'il existe beaucoup de porteurs sains, afin de permettre un meilleur contrôle de la maladie et surtout des nouvelles infections? Cette méthode de dépistage fait également que le diagnostic se fait tardivement, d'où une des explications du taux anormalement élevé de décès au Burkina Faso comparativement aux autres pays de la sous-région. À la date du 18 avril 2020, la Côte d'Ivoire était à 800 cas avec 8 décès. Ma dernière question, un site idéal pour le confinement des malades existe à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de l'hôpital Kamkasso du mouvement rahilien sur la route de Farakoba. Cet hôpital a été construit depuis quelques années et cet hôpital n'a jamais ouvert à cause d'un litige avec l'État. Je signale au passage que cet hôpital est entièrement équipé et avec un bloc opératoire. Pourquoi un hôpital construit, entièrement équipé, n'arrive pas à ouvrir? Lorsqu'on se rappelle aussi que le 13 août 2015, les femmes de l'association Voix féminine d'épanouissement, soutenues par des hommes, c'est elles qui ont été initiatrices, ont marché et ont été reçues par le SG de la région des Hauts-Bassins et qui ont reçu l'aide doléance. Elles demandaient tout simplement l'ouverture de cet hôpital. Jusqu'à l'heure où nous parlons, l'hôpital est fermé. Pendant ce temps, certains pensent que la forêt de Kwa reste la seule et unique solution pour la construction d'un hôpital, pendant que nous avons un hôpital à Bobo-Dioulasso qu'on n'arrive pas à ouvrir. Nous trouvons qu'il y a un paradoxe. Je m'arrête là. Merci, honorable Zerbo. L'honorable Zumbare Ariette. Quand je fais le décompte des intervenants, nous avons 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
Nous avons 28 intervenants. Donc nous souhaitons que les uns et les autres soient succincts et poser directement les questions et éviter les commentaires qui risquent de prendre du temps. Je parle pour ceux qui vont intervenir pour la suite. Merci. Honorable Zoumbare, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le constat fait est que le nombre de prélèvements pour les cas suspects reste très faible comparativement à l'évolution de la maladie, ce qui suscite plusieurs interrogations. N'est-il pas urgent de revoir rapidement les critères afin de permettre de faire le test systématiquement à toute personne ayant été en contact avec un cas avéré, ou peut-être même envisager une déconcentration dans les différentes régions et les différents CM? Qu'est-ce qui explique la lenteur de l'équipe mobile dans la prise en charge des personnes sollicitant leurs services, quand on sait que Ouagadougou reste la ville la plus touchée? N'est-il pas nécessaire, voire impérieux, de dévoiler l'identité des personnes atteintes du Covid-19, toute chose qui permettra, je n'en doute point, de lutter plus efficacement contre la propagation de cette pandémie? À ce sujet, permettez-moi de marquer mon étonnement sur l'empressement que le gouvernement a eu à dévoiler l'identité de la soi-disant première victime du Covid-19, ce qui n'a pas été le cas pour les victimes qui ont suivi. Pourquoi avoir dévoilé l'identité de la première victime tel un trophée de guerre? N'y a-t-il pas là une violation du secret médical dans la mesure où tous ces antécédents médicaux ont été révélés? Madame le ministre, pourquoi la famille, en l'occurrence de l'époux de la première victime, n'a-t-elle pas été informée du prélèvement ni du résultat, surtout que plusieurs examens ont été déposés et récupérés par ses soins dans les laboratoires privés et lui ont été retournés après consultation, après exploitation par le corps médical? Les familles de certaines victimes attendent toujours les preuves qui montrent qu'elles sont réellement décédées du Covid-19. Plusieurs témoignages décrivent les scènes terribles, à la limite inhumaines, que les victimes du Covid-19 vivent à Tengango. Quelle lecture faites-vous de ces récriminations? Le coordonnateur national de la riposte a annoncé un certain nombre de précautions pour tous ceux qui ont vécu dans l'environnement, le cas contact dont on parle, des malades du Covid-19. Pourquoi les familles de la première victime n'ont-elles pas été concernées, encore moins par la désinfection dont le coordonnateur a fait cas? De nos jours, avec les informations qui parviennent sur le vécu des patients du Covid-19 à l'hôpital de Tengango, beaucoup de citoyens hésitent à se déclarer malades ou d'avoir eu un contact avec des cas suspects ou avérés, de peur de se voir internés dans le dit hôpital, aujourd'hui considéré comme un mouroir. Quelle appréciation faites-vous de cette critique dite facile, mais réelle? Je vous remercie. Merci. Passez le micro à l'honorable Tamboura Ouseni. Ouattara, la SINA se prépare. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, j'ai quelques questions, mais particulièrement ces questions s'adressent à Madame le ministre de la Santé. C'est des questions d'information, puisque je sais dans quelles épreuves vous êtes dans la gestion de cette pandémie. Et la première question est relative à la stratégie des tests massifs. Et je pense qu'un député l'a déjà abordé. On a l'impression que les tests au Burkina se font à l'occasion d'un cas noté ou d'un cas suspect. Est-ce exact? Si tel est le cas, pourquoi cette stratégie? Alors, vous nous avez annoncé ici que Ouagadougou compte
désormais 2 ou 3 centres de dépistage aussi du Covid-19. Est-ce que vous avez pensé à associer le secteur privé, les cliniques ou les structures de pharmacie pour faciliter l'accès aux tests pour les populations? Troisième question, depuis que le Covid est arrivé dans notre pays, est-ce que nous pouvons savoir quels sont les types d'équipements ou de produits qui ont été achetés ou acquis, d'une part au profit de l'hôpital de Tengango et d'autre part au profit des autres centres de santé? Quatrième question, à quel stade de la maladie est-on admis à Tengango? Cinquième question, le gouvernement a décidé le mercredi dernier, lors de son conseil des ministres, du port obligatoire de masques. Est-ce que le gouvernement a pris des dispositions pour s'assurer de la disponibilité de masques pour les Burkinabés, si on sait par ailleurs que souvent on nous demande d'en faire un usage unique? Quelle sera la part des masques que vous allez importer et la part des masques qui seront fabriqués ici au Burkina Faso? Est-il nécessaire d'étendre la mesure du port obligatoire des masques aux localités qui n'ont pas connu de cas de Covid? Enfin, Madame le ministre, quand on observe les gestes barrières qui nous empêchent d'être malades du Covid, on peut considérer qu'il s'agit en fait des règles d'hygiène en vérité. De sorte que si on a une très bonne hygiène, on est presque sûr de ne pas prendre cette maladie. Mais à l'observation dans notre pays, les bâtiments publics, les espaces publics comme les marchés et les gares disposent très peu d'espaces hygiéniques convenables. Je ne vais pas citer ou je ne vais pas nommer ce dont vous savez, mais quand vous prenez les toilettes dans les bâtiments publics, si vous considérez les marchés et les gares, il n'y en a pratiquement pas. Donc finalement, est-ce qu'il y a une stratégie qui fera en sorte que les populations ou les usagers qui sont dans ces bâtiments ou ces marchés puissent bénéficier d'un assainissement, en tout cas qui nous évite de contracter la maladie? Voilà les quelques questions que j'avais à poser. Et je remercie Monsieur le Président d'avoir fait entorse à son habituel ordre de liste. Merci beaucoup. Vous savez... Oh, je ne fais pas de commentaires. Sinon, on va dire que j'attaque les peuples encore. D'accord. Le suivant, l'honorable Ouattara Lassina, l'honorable Diallo Aziz se prépare. Merci, Monsieur le Président. Comme Tamboura l'a dit, l'ordre que vous avez donné me permettra certainement, après, de me retirer dans ma commission. Je suis en audition, la KEBE. Alors, Madame le ministre, vous avez dit tout obstacle contribue au renforcement de la détermination. Donc, je voudrais pouvoir questionner cette détermination et vous dire que nous sommes à au moins une quarantaine de jours depuis la date où nous avons connu le premier cas, vous l'avez dit, soit exactement 44 jours. Qu'est-ce qui explique que la prise en charge du dépistage jusqu'aux soins, en dehors des télésoins, soit toujours concentrée ici à Ouagadougou et à Tengango? Au même moment, on constate effectivement aussi un plan de déconfinement, même si on ne le voit pas de façon globale. Qu'est-ce qui vous fonde effectivement de pouvoir aujourd'hui vous dire que nous avons une certaine maîtrise pour amorcer le déconfinement? Bien entendu, je suis partisan de ce qu'on ne peut pas rester confiné aussi longtemps parce que nous sommes une économie, en tout cas bien connue, assez faible. Un adage dit que quand le gros maigrit, le maigre meurt. Donc les grandes puissances même cherchent à se déconfiner. Donc je comprends légitimement que nous y pensions. Mais ma conviction est que cette crise, elle est d'abord sanitaire. Le reste, ce sont des répercussions
ce sont des impacts. Donc, il faut d'abord fixer le cadre sanitaire, s'assurer effectivement que là, on a une totale maîtrise avant effectivement d'aller vers ce déconfinement. Et donc, quelles sont les mesures que vous avez prises pour permettre une prise en charge de plus en plus dans la proximité? Vous l'avez effleuré, les districts. À quand justement les districts vont pouvoir commencer à prendre en charge cette maladie et qui, je dis, comme on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, est-ce qu'effectivement il ne faut pas apprendre à vivre avec la maladie? Mais à condition effectivement que, comme je dis, nous pouvions, dès qu'on est déclaré, en tout cas on a des signes, qu'on puisse dans la proximité être diagnostiqué et être pris en charge. Je crois que c'est ça aussi une des grandes peurs qui suscite cette maladie. Donc quel est le programme du gouvernement à ce niveau? On a beaucoup de districts sanitaires, des CF, et je pense qu'on doit pouvoir y aller. Deuxième question, nous avons choisi un protocole thérapeutique. Je vous en félicite vraiment, parce que le gouvernement n'est pas resté effectivement ailleurs dans des débats éternels. Ça, vraiment, on doit vous féliciter pour ça. Mais là aussi, il faut effectivement, je pense, déconcentrer la prise en charge. Et lié à cela, est-ce que nous avons assez de stocks de chloroquine et d'azithromycine pour prendre en charge nos cas? Lié à ça aussi, le personnel médical a-t-il effectivement assez de matériel de protection pour ne pas aborder les malades avec cette grande peur? C'est vraiment important. Les masques, Ouseni en a parlé. Bientôt, je pense, dans 6 jours, le port va être obligatoire. Je souhaiterais que le ministre du Commerce qui a abordé la question puisse nous dire quand est-ce que, puisqu'on ne trouve plus les masques dans les pharmacies, la production locale, à quand pouvons-nous espérer déjà, en tout cas, que cette solution endogène va pouvoir permettre aux Burkinabés de pouvoir, en tout cas à moindre coût, se procurer des masques. Alors, je suis tout le temps inquiet parce que quand j'ai vu quelques images hier du grand marché, je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver? Vous connaissez, nous sommes des Africains, on est habitués au contact, on est habitués au social. Aujourd'hui, la maladie nous impose une distanciation sociale, mais l'habitude étant une seconde nature, comme on dit, vous savez pertinemment qu'il faut s'attendre à ce que l'ouverture progressive donc, des marchés amène à un certain pic. Sommes-nous prêts à faire face à ce pic-là? D'autant plus que jusqu'à présent, en tout cas, on constate que la prise en charge est centralisée, comme je dis, ici à Ouagadougou et à Tinganougo. Donc, je voulais terminer par là et que le président m'excuse pour lever un équivoque ici. Mon collègue Zerbo a posé une question, ce n'est pas dans nos habitudes de nous répondre, mais vous avez interpellé le parti au pouvoir. Notre comité de crise, vous connaissez bien la partie, c'est des structures privées. C'est privé à nous et nous nous prenons en charge pour réfléchir, comme vous le faites aussi, pour apporter notre modeste contribution à la lutte donc, de toute la nation. Et je pense qu'il ne faut pas politiser à tout bout de champ tous les sujets. Je vous remercie. Merci, honorable Ouattara Lassina. Honorable Diallo Aziz a la parole. Le député Aoué Attaouré Joël se prépare. Dès qu'il finit, vous prenez le micro et puis vous posez votre question. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif de mes questions, m'inquiéter du fait que ce n'est qu'aujourd'hui que le gouvernement trouve le temps pour venir répondre à l'Assemblée des inquiétudes que nous avons par rapport à cette pandémie qui endeuille notre nation. Il faut regretter que c'est quand nous sommes à 581 cas et 38 décès que le gouvernement trouve le temps de venir répondre à l'Assemblée nationale. Cela nous a empêchés de remplir notre rôle constitutionnel. Il faut que ce soit dit assez clairement, mais nous vous faisons confiance, Monsieur le Président de l'Assemblée, pour tenir ce sujet
et faire adresser ce sujet au niveau qui s'y est. Aussi, il y a tellement de choses à dire, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées que maintenant on ne sait même plus par où commencer. On a commencé à soulever nos inquiétudes avant qu'il n'y ait un seul cas dans le pays. Nous avons eu à interpeller, à réagir, mais il faut regretter que ce n'est que maintenant qu'on a le temps de parler. Maintenant, je suis même surpris même d'avoir un micro aujourd'hui pour pouvoir parler, que je ne sais même plus par où commencer. Bref, je vais essayer d'être assez bref, surtout d'essayer de canaliser un peu mes pensées. Certaines de mes préoccupations ont déjà été prises en compte par certains de mes collègues, mais souffrez que je revienne là-dessus, eu égard à l'importance du sujet. Ma première question, en ce qui concerne, je voulais savoir un peu quelle est la responsabilité du Chorus, qui est en charge de la gestion du Chorus. Aussi, il nous a été donné de voir par voie de presse une déclaration du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation, qui ont fait appel à un laboratoire, le laboratoire d'analyse numérique, d'informatique et de biothématique, qui ont fait des recommandations. Bon, une des recommandations a été adoptée, semble-t-il, bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est leur recommandation qui s'est adoptée ou pas, mais en tout cas notamment rendre le port du masque obligatoire. Mais eux, ils avaient suggéré que le port du masque soit obligatoire dans les zones où il y a des cas de coronavirus. Donc, dans les autres cas, ils avaient même recommandé que dans les autres cas, que les mesures restrictives soient allégées dans les autres villes où il n'y a pas encore eu de cas. Donc, je voulais savoir un peu quel est le lien entre ce Haut Conseil national avec le Chorus et qui, au sein de l'appareil d'État, administre toutes ces structures. Parce que ce qu'il faut regretter aussi, c'est la communication. Vous savez, M. le Président, on l'a dit ici depuis 3-4 ans, la communication est le tendon d'Achille de notre gouvernement. On communique très très mal. Et maintenant, quand on est en situation de crise, la communication en temps de crise, ce n'est pas la même communication que quand tout va bien. Et donc, les populations sont exposées à des déclarations qui viennent par-ci, par-là, tout le monde a quelque chose à dire, tous les spécialistes réapparaissent, tous les spécialistes sont sur les plateaux de télévision, et il n'y a aucune... si, en tant que citoyen, il y a des moments où maintenant on décide de fermer la télé parce que tu ne sais même plus quoi écouter, qui croire, parce que tout le monde a le droit de communiquer, tout le monde dit quelque chose, mais on ne sent pas une certaine harmonie. La seule harmonie qu'il y a au niveau de la communication, c'est laver les mains, tousser dans le coude, puis éviter de serrer les mains. Pour le reste, les gens disent ce qu'ils ont à dire. Même l'affaire du port du masque, il y a beaucoup de dogmes qui circulent. Bon, nous respectons, nous sommes des législateurs, nous respectons les décisions de l'exécutif, nous allons les porter. Mais il est important de protéger aussi nos populations sur toutes ces informations qui circulent, qui viennent. Ça vient dans tous les sens. Chacun dit quelque chose. Chacun dit, le lendemain, ça vient d'une autre structure. Et parfois, c'est même des structures étatiques. C'est là, à ce moment, que c'est inquiétant. Donc, de grâce, protégez-nous de ces sources d'information. Je ne dis pas de demander à tout le monde de se taire, mais au moins qu'il y ait quand même une canalisation de ces informations et que vraiment l'information qui doit être communiquée aux populations puisse le faire. Parce que déjà au niveau de la communication, l'essentiel de la communication, c'est la RTB. Mais combien de nos populations n'ont pas accès à la RTB? Combien de ces personnes-là? Et quelles sont les informations que ces gens-là reçoivent? Figurez-vous qu'au moment où on parle maintenant, on a encore des localités dans notre pays où l'information qu'ils ont reçue par rapport à ce virus et les mesures de protection sont insignifiantes. Comment on gère tout cela? Aussi, je voudrais saluer le personnel soignant. Je leur rends hommage pour tous leurs efforts. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de toutes les victimes du coronavirus et je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades.
Mais il m'a été donné de constater, il n'y a même pas 2 semaines de cela, certains postes de santé dans notre pays, au niveau du plateau central comme dans la région du Sahel, vous avez des CSPS où ils n'avaient pas de bavette, ils n'avaient pas de gants. Il y en a même qui n'ont toujours pas accès à l'eau. Si je prends l'exemple précis du CSPS de Ngangaol, qui couvre 24 villages, sans compter tous les hameaux de culture qu'il y a à côté, sur une distance de plus de 50 km, il y a 2 semaines, ils n'avaient ni bavette, ni gants, ni eau. Ils sont obligés de parcourir 5 km de leur CSPS pour avoir de l'eau. Au moment où on est en train de dire de laver les mains. Et quand vous les rencontrez, vous échangez. Moi, c'est de ceux qui ont applaudi la mesure de gratuité du chef de l'État. J'ai applaudi des 2 pieds et des 2 mains. Mais tout le monde a beaucoup de choses à dire par rapport à la gestion de cette gratuité, et surtout dans une période actuelle où ces formations-là sont mises à mal. Donc, je suis content que beaucoup ont eu le virus et qui sont rétablis aujourd'hui, qui sont là parmi nous. Mais c'est parce que vous avez la chance d'être à Ouaga. Hein? C'est parce que vous êtes tombé malade à Ouaga. Je ne veux pas imaginer que Dieu nous en garde, mais si demain on a 2-3 cas à Mangaol, dans la commune de Bani, je suis désolé. Je ne veux pas imaginer le pire. Nous sommes dans une situation de crise, mais nous n'avons pas adopté les réponses à cette situation. C'est important de le dire. Ce n'est pas pour jeter l'anathème sur le gouvernement, mais c'est pour dire que si on ne se réveille pas, on ne le souhaite pas, mais les jours à venir seront plus délicats. Parce que aussi ce même comité que j'ai cité tout à l'heure, selon leurs estimations, eux ils pensent que d'ici au 30 avril, on sera à 900 et quelques cas de coronavirus dans notre pays. Je ne veux pas y croire, mais ce sont des scientifiques. Qui suis-je pour remettre en cause les paroles de scientifiques? Parce que si on va avec leurs chiffres, ça veut dire que dans les 10 prochains jours, on aura 400 nouveaux cas de coronavirus dans notre pays, pendant qu'on est à 500 depuis le début du mois de mars. Mais quand même, ça nous alerte sur les mesures à prendre, les précautions à prendre. Et quand on voit que des postes de santé entiers n'ont toujours pas d'équipement, l'équipement de base, je ne demande pas d'amener des respirateurs à Ngangaol, mais au moins des gants. Parce que j'ai vu une accoucheuse, quand je suis allé là-bas, la veille, il y avait une femme qui était en labeur, mais elle n'avait même pas de gants et elle n'a pas d'eau. Dans un CSPS qui couvre 25 villages. C'est alarmant. Donc, vraiment, c'est pour inviter le gouvernement vraiment à revoir sa copie. On ne va pas revenir sur la gratuité, mais il faut revoir la copie. Et l'occasion maintenant, c'est la crise que nous traversons maintenant, pour revoir toutes ces situations, pour nous assurer quand même que les populations qui vont aller dans les postes de santé, que déjà le personnel même ait le matériel de base pour pouvoir se protéger. Nous avons vu dans d'autres pays ailleurs où c'est le personnel soignant qui est très exposé, qui était parfois l'une des premières victimes de ces crises-là. Moi, j'ai eu la chance d'être au Libéria au moment de la crise d'Ebola, et personne ne peut vous dire combien d'infirmiers, de docteurs au Libéria sont décédés d'Ebola, parce qu'ils n'avaient pas les équipements, parce qu'ils n'avaient pas le matériel qu'il faut pour se protéger au début. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de choses à dire. Et mon dernier point, c'est concernant les mesures qui ont été prises, les mesures restrictives. Notamment la fermeture des marchés. Nous avons suivi la déclaration du chef de l'État. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont été édictées parce que du jour au lendemain, vous fermez les marchés, et que ce soit dans le cas coïncidence pour coïncidence, je suis le maire de Dori. Au Dori, on a fermé le grand marché, on a fermé le marché à bétail. Il y a des mesures d'accompagnement. On a dit notamment qu'on allait distribuer des vivres aux opérateurs, ainsi de suite. Je ne sais pas si nos vivres sont allés à Bobo d'abord ou à Gawa, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, depuis que les marchés sont fermés, il n'y a eu aucune mesure d'accompagnement. Donc, point de vue même de l'acceptation sociale de ces mesures, ça nous cause problème. Et hier, tout le monde a suivi à la télé qu'on a ouvert au locaux. Donc demain, il faut vous attendre à ce que tout le monde veuille ouvrir les marchés, et pas seulement les marchés, mais même les lieux de culte.
Parce que la communication ici aussi n'a pas été bien gérée. Les gens ont seulement dit, ah, Rodouoko a été ouvert. Rodouoko a été ouvert. Et donc maintenant, à Dori, ce matin, on me dit, mais si on a ouvert Rodouoko, pourquoi est-ce qu'on ne va pas ouvrir le marché de Dori? Et vendredi, bien sûr, les commerçants de bétail aussi vont dire, non, eux aussi vont rouvrir leur marché à bétail. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis non, c'est une décision du maire de Ouaga et que ça ne nous engage pas. Oui, ça ne nous engage pas, mais on est dans le même pays, on est dans le même Burkina Faso. Et ce que nous voyons à Rodouoko, c'est beaucoup plus de monde, beaucoup plus exposé qu'un marché à Dori ou à Gorom ou ailleurs. Et c'est au moment où on nous annonce qu'il y aura encore beaucoup de cas que nous prenons ces mesures. Moi, je respecte les décisions, chacun a ses prérogatives. Mais certaines décisions qui ont des impacts au niveau national, il est important, au moins en ce qui concerne la communication, que nous communiquons bien, qu'on explique pourquoi ces mesures-là ont été prises et nous donner les raisons pour lesquelles nous aussi, ailleurs, on peut retenir les populations. Je m'en tiens là pour l'instant, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'honorable Diallo Aziz. Ce qui concerne Gangaol, le village en question, vous dit qu'il n'y a pas d'eau. Je crois que dans tous les cas, les peuples ne sont pas habitués à se laver ou à laver les mains. Mais pendant que vous parliez, j'ai reçu le message d'un ami, d'un parent, un Yarga, qui dit que si vous trouviez quelqu'un, une société pour aller forer à Gangaol, il prend en charge le forage pour ce centre de santé. Donc c'est l'information que je vous donne. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à l'honorable Aoué Ataouré Joël. Merci, Excellence. Mon jeune frère et collègue Aziz n'a pas voulu jeter l'anathème sur le gouvernement. Mais moi, je prends le courage de jeter l'anathème sur le gouvernement parce que c'est le gouvernement c'est votre devoir. Qui nous dirige. Aziz, c'est le gouvernement qui nous dirige, qui a le destin des 20 millions de Burkinabés. Et je pense que si on a l'occasion de parler aujourd'hui, il faut parler. Il faut parler parce que le peuple nous écoute, le peuple s'impatientait. Et l'occasion est donnée, il faut parler. Je commence par le dernier point d'Asie, à savoir la réouverture du marché de Rodouoko. Nous avons tous été sidérés en voyant hier les images. Tout le monde peut bien témoigner du marché central de Ouagadougou avec une foule qui se bousculait sans respect des mesures barrières préconisées dans la lutte contre la maladie. Madame la ministre, moi, ma question s'adresse à vous et au ministre de l'Administration territoriale. En votre qualité donc de ministre de la Santé, vous êtes donc en charge de l'hygiène publique. Je souhaite savoir si vous avez été associé à ce processus qui aboutit à la réouverture précipitée donc de Rodouoko. Ce processus qui semble avoir été conduit par le maire de Ouagadougou traduit, à mon humble entendement, à une légèreté dans la gestion de la crise et pose même un problème de parallélisme de forme. Parce qu'on se rappelle que c'est le Premier ministre qui a pris un arrêté, en l'occurrence l'arrêté numéro 021 du 23 mars, pour interdire les regroupements et la fermeture des marchés. Ce dit arrêté prenait fin le 20 avril, donc qui n'est pas arrivé à échéance, et c'est le maire de Ouagadougou qui prend un autre arrêté, l'arrêté 100, pour donc ouvrir le marché de Ouagadougou. Là, il y a un problème qui se pose. Et moi, je souhaite que les deux ministres puissent m'apporter des éclaircissements. Est-ce que vous pensez que les mesures prises par le maire à l'entrée du grand marché soient suffisantes? Est-ce que vous ne craignez pas la naissance d'un foyer de contamination massif à partir du marché central de Ouagadougou? Parce que c'est là même que c'est l'épicentre de la pandémie, c'est Ouagadougou. Il y a des localités qui n'ont pas été touchées. Moi, j'aurais aimé que ce soit dans ces marchés-là qu'on procède à l'ouverture pilote pour voir quel serait le comportement de nos populations.
Mais non, c'est là où il y a la maladie, c'est là-bas qu'on ouvre le marché. Là, il y a problème. Et donc, je souhaite vraiment que vous reveniez sur ça et dire comment le gouvernement a géré cette question pour que ce soit Roroko, qui est, c'est vrai, sur le territoire communal, mais qui a une envergure nationale, sinon même, je dirais, internationale. C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, il s'agit donc de la gestion même de cette crise. On a noté que le ministère a réquisitionné quelques centres de santé et pour donc prendre en charge la maladie. Alors, pourquoi ne pas préparer tous les centres de santé à faire face à la maladie? Au regard donc de la contamination rapide, si on venait à atteindre le pic comme on le dit, est-ce que ces centres réquisitionnés seront à même de faire face à la pandémie? Deuxièmement, suite à ça aussi, on a entendu que ce sont quelques agents de santé qui ont été aussi réquisitionnés. N'était-il pas mieux de impliquer tous les agents de santé à la gestion de la crise? Là, c'est ma deuxième préoccupation. Et ces agents de santé qui ont été réquisitionnés, je souhaiterais que Madame la ministre revienne sur les éléments de motivation réservés donc à ces agents de santé réquisitionnés. Ma troisième préoccupation, vous aviez dit que mon ami et collègue Lassina félicitait le gouvernement pour avoir arrêté un protocole thérapeutique qui associait la chloroquine à l'azithromycine. C'est bien. Mais moi, je veux savoir, les nombreux malades qui ont été guéris, c'est de quoi? Qu'est-ce qui les a guéris? Qu'est-ce qu'on leur a administré pour pouvoir les guérir là? Qu'on nous dise pour que la population aussi puisse s'en imprégner, parce qu'il y a quand même eu un nombre important de malades, dont le ministre même qui est là, ils pourront dire de quoi, c'est quel protocole qui a été appliqué pour qu'ils en soient guéris. Et deuxième chose, c'est un protocole qui est en essai clinique. Au cas où les résultats ne s'avéraient pas probants, qu'est-ce que le gouvernement préconise pour la suite? Ma quatrième question, il s'agit du plan de riposte qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Ça aussi, c'est la gestion de la communication. Nous, on tombe dessus et puis on s'en saisit. Et moi, je souhaiterais que le gouvernement revienne sur les chiffres macro de ce plan de riposte. Parce que là, il y a un problème. À la première conférence de presse, on nous fait savoir qu'on a un besoin de 11 milliards et que l'urgence, c'est les 4 milliards. J'ai un peu souri dans mon coin, je disais que si ce n'est que ça, notre pays n'est quand même pas ça. Ensuite, un autre document circule sur les réseaux sociaux où on monte à 200 et quelques milliards. Soit nos amis d'en face nous diront encore que c'était un brouillon et que ça n'avait pas été signé. Après, c'est le gouvernement qui sort avec un autre document qui monte à 77 milliards. Quels sont les vrais chiffres, Madame la ministre? 177. Merci. Merci. Je n'ai pas fini, okay. Excellent Monsieur le Président. Vous permettez, parce que le sujet est important, même si... Non, je ne vous ai pas arrêté. J'ai entendu dire merci. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous... Non, je remercie parce qu'on m'a aidé avec les chiffres. Ok, voilà. Très bien. Allez-y. Donc, quels sont les vrais chiffres? Et en d'autres termes, il nous est revenu que une part très importante est réservée à l'investissement, du moins au fonctionnement qu'à l'investissement. Alors qu'on connaît que nos hôpitaux manquent pratiquement de tout. Qu'en est-il exactement? Et l'avant-dernière question qui s'adresse au MATD, au MATDC, s'il vous plaît. Des mesures, depuis le 21, des mesures de restriction de liberté ont été prises. Monsieur le ministre, quelle évaluation en a été faite? S'il y en a eu, quels sont les résultats pour qu'on en vienne à alléger certaines de ces mesures-là?
Ça, c'est au ministre de l'Administration. Au ministre du Commerce, vous avez fait annoncer, en tout cas, vous êtes bien appesanti sur les conséquences de la maladie sur notre économie. Vous avez esquissé quelques mesures prises par le gouvernement pour faire face donc à cette pandémie et ses conséquences sur notre économie. Mais franchement, je voulais vous interpeller le gouvernement que beaucoup de ces mesures-là ne touchent pas le monde rural. J'en veux pour preuve la mesure qui concerne la gratuité de l'eau, l'eau qui est vitale, ne touche pas les populations rurales. Nous sommes alimentés par des AEPS et ces AEPS se disent qu'ils ne sont pas concernés par la mesure parce que c'est l'ONEA. L'ONEA n'est pas dans toutes les localités du pays. Je voudrais que le gouvernement revienne et nous dise les mesures prises qui touchent véritablement la population rurale. Je vous remercie. Merci. Vous passez le micro à l'honorable Kouldiati Julien. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par saluer l'initiative de cette rencontre, quand bien même elle est un peu tardive, et féliciter tout le personnel soignant du Burkina Faso pour leur action, leur bravoure et un prompt rétablissement aux malades. Monsieur le Président, permettez-moi d'évoquer certains aspects relatifs à cette pandémie qu'est le coronavirus. Juste quelques rappels concernant cette maladie qui a une très forte contagiosité, d'une part, mais surtout maladie pour laquelle, jusqu'à présent, il n'a été démontré scientifiquement qu'il y a une immunité protectrice une fois que un patient est guéri. Nous devons avoir ça présent à l'esprit et bâtir toute notre stratégie autour de cette donne aussi. Il faut dire aussi qu'au plan scientifique, l'immunité collective dont certaines personnes se prévalent pour éventuellement proclamer la fin de l'épidémiologie et de la pandémie n'est pas à l'ordre du jour, dans la mesure où, comme on l'a dit tout à l'heure là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas une immunité de prémunition contre une seconde infection. Madame la ministre, vous aviez évoqué des insuffisances dans la prise en charge. Je crois que c'est une très bonne chose, mais je souhaiterais que, ensemble, que nous relevions certains aspects liés à ces insuffisances-là. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que depuis l'apparition du coronavirus au Burkina, qui date du 9 mars, le Burkina est le pays de la sous-région, voire de l'Afrique, qui a enregistré le taux le plus élevé de mortalité. Regardez un peu de près par rapport aux autres pays qui ont le même contexte sanitaire, nous posons certaines questions. La première est éventuellement l'utilisation tardive et l'utilisation du moins la non-utilisation à la bonne heure donc de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Effectivement, il y a des patients ou des accompagnants de patients, lorsqu'ils appellent le CORIS pour dire « je suis un contact », je sens quelques signes, tout de suite la personne n'est pas prise en charge. On dit à la personne d'attendre que quand elle aura une forte fièvre
et une détresse respiratoire pour qu'on puisse prendre la personne en charge. Nous pensons qu'à ce niveau, il y a une différence qui ne dit pas son nom et qu'il faudrait éventuellement revoir. L'inorganisation des services de réanimation, parce que c'est une pathologie qui fait recours à ce que nous appelons une oxygénothérapie, donc par la mise en place donc, des appareils respiratoires qui permettent de compenser la détresse respiratoire. Donc nous pensons que ces deux facteurs, du moins ces trois facteurs, donc l'utilisation tardive de la chloroquine associée à l'azithromycine, d'une part, et la non-utilisation justement de ce complexe médicamenteux à la bonne heure, en plus de l'inorganisation de nos services de réanimation, ont été, du moins sont à la base du nombre élevé de cas que nous avons observés. Parce que faisant référence à certaines structures de la sous-région, notamment le Maroc, le Sénégal, l'efficacité de la chloroquine intervient dès les premiers signes. En fait, l'efficacité de la molécule permet de ne pas passer au stade, du stade bénin au stade grave. Donc pourquoi attendre quand les individus sont en détresse respiratoire pour mettre en place le protocole? Nous pensons que ça, à ce niveau-là, il y a une insuffisance criarde et qu'il faut corriger. Ensuite, Madame le ministre, toujours sur le plan scientifique et technique, il y a des cas PCR négatifs. Parce qu'il nous revient qu'au niveau de Tengango, il y a cette bagarre entre les soignants à Tengango et les autres services hospitaliers. Parce qu'il y a des cas apparemment pour lesquels ils disent que l'individu est guéri. Il vous souviendra qu'au cours d'une annonce par rapport au nombre donc de guéris, à un certain moment, on était obligé de retrancher 3 faux guéris. Mais justement, c'est à ce niveau-là que le bas a blessé, notamment les cas de PCR négatifs. La PCR peut être négative en cas d'une charge virale très excessive. Et c'est là aussi la limite de la PCR. En ce moment, vous avez l'impression que, puisque c'est sur la base de la PCR, vous avez fait le prélèvement au niveau nasal ou bien au niveau du pharynx. En ce moment, le virus ne se retrouve plus au niveau du larynx ou du pharynx. En ce moment, le virus se retrouve au niveau des poumons. Et pour ce cas, il va falloir donc faire soit une radio ou bien carrément un scanner pulmonaire pour pouvoir détecter la pathologie. Raison pour laquelle, pour ces cas-là, ceux de Tengango veulent référer ces malades soi-disant guéris, mais pour lesquels il ne peut pas leur dire de rentrer à la maison, puisqu'ils observent toujours les signes. Ils veulent donc les transférer dans les autres structures sanitaires, et ces structures sanitaires-là refusent de prendre justement ces cas soi-disant guéris, alors qu'en fait, il n'en est rien. Donc c'est une situation qu'il faut voir et tout de suite remédier. Ensuite, l'acte 4, Monsieur le Président, c'est la rupture de la chaîne de contamination communautaire. Parce qu'avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes, nous avons mis fin à ce que nous appelons communément la contamination étrangère. Ça, c'est des cas sporadiques. Mais même au niveau de cette contamination communautaire, quand bien même la fermeture des frontières aériennes et terrestres a été tardive, nous saluons cette initiative. L'édiction aussi des mesures barrières, notamment le confinement, sont aussi des mesures que nous avons saluées à leur juste mesure, mais il faut reconnaître aussi que nous avons prêché à ce niveau-là juste par le retard que nous avons mis pour mettre en place ces mesures-là. Continuons toujours dans cette rupture de la chaîne de contamination, c'est l'allègement des mesures de confinement. Madame le ministre, sur quelle assurance sanitaire vous êtes basé pour autoriser?
Parce que nous disons que vous avez autorisé dans la mesure où l'exécutif se base sur ce que vous donnez comme information scientifique pour alléger éventuellement des structures. Notamment la réouverture du grand marché, comme beaucoup l'ont dit tout à l'heure, et bientôt la reprise des activités scolaires annoncées pour le 28 avril. Madame le ministre, s'il est vrai qu'on ne peut pas confiner la pauvreté, il est tout à fait vrai aussi que le pari pris est très risqué, conforté en cela par le fait que la notion même de responsabilité individuelle et collective, qui sont des déterminants fondamentaux dans la lutte contre cette pandémie, n'est pas la chose la mieux partagée dans ce pays-là. Il faut dire aussi qu'à ce niveau, nous regrettons aussi le fait que l'allègement qui est en cours, donc l'allègement des mesures de confinement, ne soit pas précédé d'une évaluation de l'impact du confinement sur l'évolution de la pandémie. Peut-être que ça, à ce niveau, c'est l'exécutif peut-être qui n'a pas joué son rôle, ou bien c'est mon ami Alpha Ousmane qui n'a pas éventuellement dit ce qu'il fallait faire pour évaluer justement ces mesures-là, avant de passer éventuellement à l'allègement des mesures donc, de confinement. Pour en revenir au diagnostic, voilà, toujours dans le cadre donc, de la rupture, la chaîne de contamination. Vous savez, quelqu'un a évoqué, je ne sais pas ce quel honorable qui a évoqué la question, c'est le nombre de cas diagnostiqués, de cas de tests à réaliser par jour pour diagnostiquer les cas positifs. Il nous a été dit qu'au Burkina, ici, l'usage de 100 tests pour dépister 20 cas positifs était du gâchis. Alors, pour des gens qui sont à un certain niveau de responsabilité et vu la gravité de cette pandémie, je crois qu'aucun épidémiologiste au monde ne peut tolérer cela. Prenons le cas du Sénégal. Honorable, je souhaiterais, comme on est nombreux, la liste est longue, oui, que vous partiez directement à la question. D'accord. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui attendent. Okay. Et c'est que vous êtes de la santé, mais allez-y directement à la question. Ça permet au gouvernement de noter et ça nous permet, nous aussi, de suivre. Et parler en français facile, parce que tout le monde n'est pas médecin ici. Donc, allez-y directement à la question, s'il vous plaît. D'accord. Madame le ministre, combien de tests pensez-vous pouvoir réaliser avec les 4 laboratoires, dont un à Bobo et les nouveaux laboratoires à Ouagadougou, les 3 autres, journalièrement, afin que l'on puisse évoluer vers une détection des cas positifs, les mettre en confinement et briser ainsi la chaîne de transmission communautaire. Donc, combien pensez-vous pouvoir faire de tests à ce niveau-là? Maintenant, concernant le ministre du Commerce, 15 milliards pour la recherche et l'industrie pharmaceutique. C'est bien, mais nous pensons que cela est largement insuffisant. Vous saviez, quelqu'un aime à le dire, à quelque chose, malheur est bon. Nous pensons que cette épidémie, cette pandémie du coronavirus vient mettre à nu, je dis bien à nu, tout le système sanitaire des pays en voie de développement et même certains pays européens. Aujourd'hui, tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche. Et pour ne pas revenir à un discours qu'avait prononcé une politique français qui disait que aucun Africain ne viendra se faire soigner en Europe. Donc, de grâce, prenons en compte cette assertion et au lieu de travailler uniquement pour améliorer la recherche et puis l'industrie pharmaceutique,
essayons de relever le plateau technique et former nos spécialistes au niveau de tout le système sanitaire de Burkina afin de nous préparer au pire. Parce que plus on se prépare au pire, et mieux on pourra faire face à n'importe quelle situation sanitaire qui va se présenter à nous. Merci Monsieur beaucoup. le Président, j'en ai fini. Merci. Beaucoup. Je